Donc, on reprend page 68. 6. À la télévision, l'autre soir, tu t'es indigné et même énervé contre les inégalités. Tu as dit que l'inégalité tue. L'inégalité est une réalité scandaleuse et parfaitement humiliante pour l'immense majorité des êtres humains sur cette terre. Je ne veux pas t'ennuyer avec des statistiques, aussi je ne vais pas t'en citer que deux significatives. Selon la Banque mondiale, les 500 sociétés transcontinentales privées par les plus puissantes, tous secteurs confondus, industrie, commerce, services, finances, etc., ont contrôlé l'année passée 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire 52,8% de toutes les richesses, marchandises, brevets, services, capitaux produites pendant une année sur la planète. Leurs dirigeants échappent à tout contrôle étatique, syndical, parlementaire. Ils pratiquent une seule stratégie, celle de la maximisation des profits dans le temps les plus courts et souvent à n'importe quel coût humain. Ces cosmocrates, ces maîtres du monde détiennent un pouvoir financier, politique, idéologique, tel qu'aucun empereur, aucun pape, aucun roi n'en a jamais disposé dans l'histoire des peuples. Cette situation dénote une inégalité abyssale, meurtrière pour les victimes, mais qui nourrit le mode de production capitaliste. Celui-ci amplifie considérablement et toujours plus les moyens des riches et en prive dramatiquement et toujours plus les pauvres. De l'inégalité, de l'absence de partage et de redistribution des plus-values de la production naît la formidable efficacité du mode de production capitaliste, fermé sur lui-même, maître de sa stratégie économique sans égard pour les victimes. Et tu avais un deuxième exemple de chiffre. Les 85 milliards les plus riches du monde ont possédé en 2017 autant de valeurs patrimoniales que les 3,5 milliards de personnes les plus pauvres de l'humanité. La secrétaire générale d'Amnesty International résume ainsi ce scandale. 85 milliardaires qu'on pourrait mettre tous ensemble dans un seul autobus accaparent autant de biens que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Genre, tu ne penses pas que le fossé entre les très riches et les très pauvres va finir par se combler petit à petit? Non, je pense même que ce sera le contraire. Dans les pays de l'hémisphère sud, des charniers s'élèvent chaque jour. Entre les très riches et la masse anonyme des gueux, les inégalités ne cessent de progresser. Le pouvoir financier économique des 562 personnes les plus riches du monde a augmenté de 41% entre 2010 et 2015, tandis que les avoirs des 3 milliards d'individus les plus pauvres ont chuté de 44%. Dans le débat avec Brabeck, vous n'étiez jamais d'accord sauf une fois où il t'a donné raison. Il a dit que cette inégalité était choquante. Tu as bien écouté Zora. Il a même dit très précisément l'inégalité est moralement choquante pour beaucoup de gens. Mais malgré tout, à propos de l'inégalité, mon désaccord avec le président de Nestlé reste total. Il ne s'agit pas seulement de psychologie, mais pas seulement de ce que les gens ressentent, en l'occurrence, ce qu'ils ressentent de choquant et qui peut les peiner, mais bien de ce que les responsables des inégalités imposent concrètement, matériellement à leurs victimes. L'une des inégalités les plus choquantes, les plus néfastes, est l'inégalité devant les impôts. Les très riches semblent payer les impôts qu'ils veulent. Aucun contrôleur fiscal d'aucun État souverain n'a de prise sur eux puisqu'il existe aux Caraïbes, dans le Pacifique et d'ailleurs dans le monde de nombreux paradis fiscaux. Tu veux parler des Panama Papers et des Paradise Papers, on en parle beaucoup en ce moment. En effet, un paradis fiscal est un pays qui ne connaît pas l'impôt. Mais ces pays disposent de législation permettant de créer des formations juridiques, des trusts comme aussi le Caïman, des compagnies d'affaires internationales, comme aux Bahamas, garantissent aux très riches un secret absolu, raison pour laquelle ils y cachent leur argent. Les sociétés transcontinentales les plus puissantes, les individus les plus fortunés abritent leurs avoirs dans ces sociétés qu'on appelle offshore, en dehors des côtes, en pleine mer, extraterritoriale. Celle-ci assure aux détenteurs de fonds une intransparence totale. Périodiquement, des scandales éclatent. Des journalistes d'investigation tenaces et courageux mettent en lumière certains des montages financiers extraordinairement complexes élaborés par des sociétés offshore. Ils dévoilent des listes de noms de personnes impliquées dans ces scandales. Ceux que tu as cités, les Panama Papers,
Paradise Papers, mais aussi en Europe, au Luxembourg, les LuxLeaks. Explique-moi comment ces listes de noms tellement secrètes finissent quand même par devenir publiques. D'accord, prenons l'exemple des Paradise Papers. Une personne travaillant dans le cabinet d'avocats Appleby International, aux Bermudes peut-être taraudée par sa mauvaise conscience, a fait parvenir en novembre 2017 à un consortium international de journalistes d'investigation 6,5 millions de documents révélant des montages de sociétés offshore dans des dizaines de paradis fiscaux. Ces journalistes ont mené des analyses approfondies de ces documents et en ont tiré des chiffres. Ainsi, le journal Le Monde, qui fait partie du consortium de journaux ayant mené cette enquête, évalue à 350 milliards d'euros l'impôt qui, chaque année, échappe au fisc de nos États respectifs, dont 20 milliards au seul fisc français. Mais c'est répugnant, pendant ce temps, nous les autres nécessairement moins riches et qui parfois doivent compter chaque sou sont obligés de payer leurs impôts. En attendant que l'État coupe dans les services publics parce qu'il n'a pas assez d'argent. Bravo Zora, ton analyse est bonne et contredit la thèse que les très riches invoquent pour défendre. L'un des inspirateurs de l'idéologie néolibérale, Adam Smith, dont je te reparlerai plus tard, prétend en effet que les richness, like health, is taken from nobody. La richesse, comme la santé, n'est prise à personne. Cela laisse entendre, par exemple, que ce n'est pas parce que je suis en bonne santé que 3 personnes de plus se retrouvent à l'hôpital universitaire de Genève. Or, c'est complètement faux. La comparaison entre la richesse et la santé ne tient pas la route. Et tu l'as parfaitement compris, le refus des plus riches de payer leurs impôts en dissimulant leurs avoirs vide les caisses des États. Pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, l'État-providence en Europe, destiné à protéger dans une certaine mesure les citoyens contre les ravages d'un capitaliste incontrôlé et féroce, a effectué différents progrès. Attends, qu'est-ce que tu appelles l'État-providence ? Ce qu'on appelle l'État-providence est apparu dans quelques pays, d'abord timidement avec les progrès du capitalisme à la fin du XIXe siècle. L'État intervenant pour accorder un peu de protection sociale aux travailleurs, à travers l'assurance maladie par exemple. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette protection, cette aide, répondant à une exigence de justice sociale, s'est développée, assurance vieillesse, assurance chômage, allocation familiale, aide sociale, bourse d'études, etc. Évidemment par crainte de voir se développer les luttes sociales, syndicales, le communisme, etc. L'État-providence a mis en œuvre des systèmes de sécurité sociale et de redistribution des richesses importants, par exemple à travers les barèmes progressifs de l'impôt, les plus pauvres en payant peu, les plus riches beaucoup. Il a financé des écoles, des crèches, des hôpitaux, de transports en commun, subventionné la culture, les activités sportives, etc. Ce sont donc tous ces progrès qui sont arrêtés net aujourd'hui. Oui, Zora. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, United Nations International Children's Emergency Fund, indique qu'en 2017, 11% des enfants espagnols âgés de moins de 10 ans sont sous-alimentés. Dans les écoles des quartiers pauvres de Berlin, à Neukölln, par exemple, les instituteurs apportent du pain et du lait le matin, parce que beaucoup d'enfants arrivent à l'école estomac vide, blêmes, privés de petit déjeuner. Affaiblis par la faim, ils sont incapables de suivre une scolarité normale. En manque de ressources, certains États privatisent progressivement leurs services publics. Les hôpitaux, les transports, les écoles, les collèges, les universités, les ports et les aéroports, les prisons et même la police. Partout, la protection des salariés baisse. La précarité s'installe dans les familles. L'angoisse du lendemain rôde. L'exclusion progresse. Sais-tu qui est Madame Merkel ? C'est la présidente de l'Allemagne. C'était la chancelière d'Allemagne, le pays le plus riche de notre continent. Elle emploie une expression horrible. Sockelarbeitslosigkeit, presque intraduisable en français. Elle veut dire que le chômage permanent des millions de travailleurs serait comme le socle sur lequel est bâti l'ordre capitaliste. Ces chômeurs permanents qui n'auront plus jamais de travail, ne recevront plus aucun salaire, ne pourront plus vivre une vie de famille, une existence digne sont aujourd'hui plus de 36 millions en Europe.
Plus de la moitié d'entre eux sont des jeunes gens et des jeunes femmes de moins de 25 ans. Mais ce n'est pas seulement en Europe, mais dans les sociétés industrielles, que l'évasion fiscale de très riches, avec pour conséquence la diminution drastique des revenus des États, fait des ravages. Tu ne sais évidemment pas, Zora, ce qu'est une Pledging Conference. Évidemment non. C'est une institution très particulière des Nations Unies. Chaque fois qu'une catastrophe humanitaire frappe une population dans le monde, le Programme alimentaire mondial l'UNICEF et le Haut Commissariat pour les réfugiés convoquent les ambassadeurs et ambassadrices accrédités à l'ONU. Aujourd'hui, d'une longue table installée au Palais des Nations à Genève ou dans le gratte-ciel de l'ONU à New York, les spécialistes de l'ONU font face aux diplomates. Ils leur expliquent la nature et l'ampleur de la catastrophe, les mesures qu'ils entendent prendre et le coût de ces mesures. Les diplomates révèlent alors chacun à leur tour les sommes que chaque État envisage de verser. Pledging Conference signifie conférence d'engagement. Et les responsables de l'aide humanitaire reçoivent ces sommes d'argent? Rarement. Je te donne un exemple. Au début de l'année 2017, une catastrophe effroyable s'est abattue sur 4 nations simultanément. La vie des millions d'enfants, de femmes et d'enfants s'est trouvée menacée au Sud-Soudan, en Somalie, au nord du Kenya et au Yémen. À cause de quoi? À cause de la sécheresse prolongée qui a détruit les récoltes, de la guerre civile, de l'eau empoisonnée et d'une terrible épidémie de choléra. La Pledging Conference s'est tenue en mars 2017 à Genève. Les spécialistes de l'ONU demandaient 4 milliards de dollars pour maintenir en vie pendant 6 mois, jusqu'en septembre 24 millions de personnes. Ils ont finalement reçu exactement 247 millions de dollars. Mais c'était beaucoup trop. Évidemment, et l'un après l'autre, les diplomates présents se sont excusés. Nos caisses sont vides. Nous ne pouvons pas mettre à votre disposition des contributions supérieures. Alors qu'est-il arrivé? Au Yémen, au Sud-Soudan et au nord du Kenya, au sud de la Somalie, les gens continuent de mourir par dizaines de milliers. Des gens comme toi et moi. Ce qui nous sépare des victimes n'est que le hasard de la naissance. What a wonderful world. Page 76, 7. Mais dites donc, les pays riches aident tout de même beaucoup les pays pauvres à nourrir leur population, non? Faux, Zora. C'est exactement le contraire qui se passe. Les peuples de pays pauvres se tuent au travail pour financer le développement des pays riches. Le Sud finance le Nord et notamment ses classes dominantes. Le plus puissant des moyens de domination du Nord sur le Sud est aujourd'hui le service de la dette. Les flux de capitaux sur Sud-Nord sont excédentaires par rapport aux flux Nord-Sud. Les pays pauvres versent annuellement aux classes dirigeantes des pays riches beaucoup plus d'argent qu'ils n'en reçoivent d'elles, sous forme d'investissements, d'aide humanitaire ou d'aide dite de développement. Point n'est besoin de mitrailleuses, de napalm, de blindés pour asservir et soumettre les peuples. La dette aujourd'hui fait l'affaire. Par exemple, ce qui se passe sur le continent africain est parfaitement scandaleux. 35,2% des Africains sont en permanence gravement sous-alimentés. Mais pourquoi? À l'école, j'ai appris que l'Afrique possède beaucoup de terres fertiles et que le continent est sous-peuplé. Il y a donc de la terre pour tout le monde. La principale cause de cette situation est précisément l'endettement de ces pays. Cela mérite une explication. Il faut établir une distinction entre la dette souveraine contractée par l'État et la dette globale, qui cumule la dette contractée par l'État et celle assumée par les entreprises privées. La dette souveraine de tous les pays en développement, sans compter l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie, qui sont classés parmi les pays émergents, a dépassé en 2016 la somme astronomique de 1500 milliards de dollars. La dette agit comme un garrot sur les pays pauvres. Voici comment les choses se passent. La majorité des paysans africains n'a accès ni aux engrais minéraux, ni aux semences sélectionnées, ni aux crédits agricoles, ni aux forces de traction en quantité suffisante, ni à l'irrigation. Parce que les gouvernements n'ont pas le moindre sou à investir dans l'agriculture. Ils sont écrasés par la dette extérieure.
Le peu d'argent que les pays africains gagnent, le Sénégal grâce à l'exportation des arachides ou le Mali grâce à celle du coton, va directement dans les coffres des banques européennes ou américaines au titre de paiement des intérêts de la dette et de ses tranches d'amortissement, autrement dit de remboursement. Résultat, il ne reste plus rien pour l'investissement dans l'agriculture. En Afrique noire, seuls 3% des sols arables sont artificiellement irrigués. Sur les sols restants, les paysans sont réduits à ce qu'on appelle l'agriculture de pluie, exactement comme il y a 3 000 ans. Quant à l'attraction, la situation est tout aussi catastrophique. Il existe environ 40 millions de tracteurs et 300 millions de bêtes de traction dans le monde. Cette question de l'attraction est décisive. Au Saskatchewan, dans les grandes plaines fertiles du Canada occidental, un paysan travaille tout seul 2000 hectares grâce à son unique tracteur de 200 chevaux. Mais la plupart des 2,7 milliards de paysans des pays du Sud n'ont à leur disposition pour travailler de nos jours encore que la machette et la houe. D'où vient cette dette? De la connerie humaine. D'ailleurs, je te le dis avec force. La dette garantit l'ordre cannibale du monde et la quasi-toute-puissance des oligarchies du capital financier globalisé. Dans les années qui ont suivi la décolonisation, des organismes internationaux comme la Banque mondiale ou l'FMI, Fonds monétaire international, ont prêté de l'argent massivement aux pays des tiers-mondes pour qu'ils s'industrialisent sur le modèle occidental capitaliste et développent leur infrastructure. Les colonies avaient disparu, mais les anciennes puissances coloniales voulaient continuer d'exploiter les richesses présentes dans ces pays et aussi éventuellement y ouvrir des marchés. Certains régimes dictatoriaux ont bénéficié de prêts pour s'armer, mener des guerres, se doter de moyens répressifs contre leur population. Lorsqu'un pays pauvre est à bout, que le garrot l'étouffe, quand il ne peut plus payer à ses banquiers créanciers les intérêts et les tranches d'amortissement de sa dette, il doit leur demander un moratoire, un rééchelonnement des paiements ou même une réduction de sa dette. Les banquiers profitent de cette situation. Ils acceptent, du moins partiellement, la demande du pays débiteur tout en conditionnant cette acceptation à des mesures draconiennes. Privation et vente à l'étranger aux créanciers justement, des rares entreprises rentables, des mines, des services publics, de télécommunications, etc. Privilèges fiscaux exorbitants accordés aux sociétés transcontinentales, privées exerçant dans ces pays. Achat d'armes forcées pour équiper l'armée autochtone, etc. Si j'ai bien compris, le pays endetté n'a plus d'argent pour fonctionner normalement et il perd son indépendance. En effet, lorsque l'insolvabilité menace, le pays débiteur est contraint de réduire les dépenses inscrites au budget de l'État. Qui en souffre? La collectivité dans son ensemble et en premier, les gens les plus modestes. Le latifondiste du Brésil, le général indonésien ne sont pas atteints de la fermeture des écoles publiques. Leurs enfants étudient dans des collèges en France, en Suisse, aux États-Unis. La fermeture des hôpitaux publics, ils s'en moquent. Leurs familles se font soigner à l'hôpital universitaire de Genève, à l'hôpital américain de Neuilly ou dans les cliniques de Londres ou de Miami. Le poids de la dette pèse d'abord sur les pauvres. Mais aujourd'hui, comment se fait-il que cette dette continue de s'alourdir? Aujourd'hui, la première cause de l'endettement réside dans l'inégalité des échanges. Les pays débiteurs sont fréquemment des pays producteurs de matières premières, notamment agricoles, coton, café, sucre de canne, arachides, cacao, etc. Ils doivent importer l'essentiel des biens industriels dont ils ont besoin, machines, camions, médicaments, ciment. Or, sur le marché mondial, au cours des 20 dernières années, les prix des biens industriels ont plus que sextuplé, tandis que les prix des matières premières agricoles n'ont cessé de chuter. Certains prix comme ceux du café et du sucre de canne se sont carrément effondrés. C'est ainsi que pour éviter la faillite, les pays débiteurs doivent contracter de nouveaux emprunts. Une autre source de l'endettement, c'est le pillage du trésor public des pays du tiers-monde. La corruption rampante, la prévarication organisée en complicité active avec des banques privées, suisses, américaines, françaises, etc., font des ravages. Les fortunes de la famille du maréchal Joseph Désiré Mobutu, les défunts dictateurs du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, est estimé à environ 4 milliards de dollars.
Ce butin est caché dans des banques occidentales. Au moment de sa mort, la dette extérieure de la République démocratique du Congo s'élevait, elle, à 13 milliards de dollars. Une autre explication implique les sociétés transcontinentales privées sur l'agroalimentaire, les services de l'industrie et du commerce ou les banques internationales. Ces différentes entreprises contrôlent aujourd'hui les principaux secteurs économiques des pays de l'hémisphère sud. La plupart du temps, elles réalisent dans ces pays des profits indécents. Mais chaque année, elles rapatrient en devises la plus grande partie de ces profits à leur siège en Europe, en Amérique du Nord, en Chine ou au Japon. Une fraction seulement de bénéfices réalisés et réinvestis sur place en monnaie locale. Mais Jean, est-ce que les taux des intérêts des emprunts n'ont pas beaucoup baissé ces dernières années? Est-ce que ça n'abaisse pas la charge de ces dettes? Eh bien, en fait, non. Les pays pauvres sont contraints de payer pour leurs emprunts des taux d'intérêt exorbitants. Aux yeux des maîtres de la finance mondiale, les États et les entreprises issues du tiers-monde constituent des débiteurs à haut risque. En toute logique capitaliste, les grandes banques occidentales imposent donc aux débiteurs du Sud des taux d'intérêt incomparablement plus élevés qu'à ceux du Nord. Ces intérêts excessifs contribuent évidemment à l'hémorragie des capitaux que connaissent les pays du Sud. Un pays pauvre ne peut donc pas échapper à ce cercle vicieux. Non. Regarde l'exemple du président de la République péruvien, Alan Garcia. Considérant que la situation financière catastrophique du pays ne lui permettait plus d'honorer dans sa totalité le service de sa dette extérieure contractée auprès du FMI et de banquiers privés étrangers, il a décidé de ne rembourser cette dette qu'à hauteur de 30% de sa valeur totale. Génial, c'est ce que l'on pourrait croire. En réalité, le premier bateau battant pavillon péruvien, chargé d'une cargaison de farine de poisson, accostant au port du Hambourg, a été saisi aussitôt par la justice allemande à la demande d'un consortium de banquiers allemands. À l'époque, la République du Pérou possédait une flotte aérienne internationale de qualité. Eh bien, les premiers appareils à atterrir à New York, à Madrid ou à Londres, dans les mois suivants, l'annonce par le Pérou de la réduction unilatérale des paiements des intérêts et des amortissements de sa dette ont été séquestrés sur requête des différents créanciers. À moins d'être en mesure de s'enfermer dans une autarcie totale, donc de se couper de toute espèce d'échanges internationaux, aucun pays du tiers-monde endetté ne peut aujourd'hui échapper à ce garrot. Mais comment les capitalistes peuvent-ils justifier toute cette souffrance qu'ils infligent aux gens, aux enfants en particulier? La justification avancée est simple, et aux yeux de beaucoup de monde, notamment dans les pays occidentaux, elle est assez convaincante. Les banquiers disent que si les peuples pauvres ne payaient plus leurs dettes, tout le système bancaire mondial s'effondrerait et tout le monde serait entraîné dans l'abîme. Oui, bien sûr, l'argent passe avant la vie, tout à fait. Et c'est vrai, c'est archi faux. Avant ta naissance, j'ai été pendant longtemps député de Genève au Conseil national, le département de la Confédération et membre de sa commission des affaires étrangères. Si tu savais combien de fois j'ai entendu de la part d'un de nos ministres des Finances, fidèle laquais de l'oligarchie bancaire, cette ritournelle. Quiconque touche à la dette met en danger l'économie mondiale. Chaque fois qu'un pays écrasé par sa dette tombe dans le trou de l'insolvabilité, qu'il ne peut plus payer et refuser de payer, le Wall Street Journal et le Financial Times annoncent l'apocalypse. En 2007-2008, une crise boursière violente a secoué la quasi-totalité des places financières, détruisant des centaines de milliards de dollars de valeur patrimoniale. En 2 ans, certains des titres cotés en bourse ont perdu jusqu'à 65% de leur valeur. Pour certains titres de la haute technologie cotés au NASDAQ, le premier marché boursier électronique qui, lors de sa fondation en 1971, a accueilli la plupart des compagnies technologiques naissantes, la décote a parfois atteint 80%. Les valeurs détruites en bourse au cours de cette période ont été 70 fois plus élevées que la valeur cumulée des titres de la dette extérieure de l'ensemble des 122 pays du tiers-monde. Pourtant, dans un temps finalement assez court, les places financières se sont rétablies. Le système bancaire mondial a dirigé la crise. Et aujourd'hui, on en est où?
Le garrot reste en place, notamment l'endettement des pays les plus pauvres est plus élevé que jamais. Tant de peuples sont intentionnellement maintenus dans les sous-développement économique par les prédateurs. Prends l'exemple de l'admirable peuple haïtien qui, le premier, il y a 200 ans, a chassé les esclavagistes et blancs. Exalté par l'annonce de la Révolution française, son peuple, lors de l'insurrection de 1791, a apporté la liberté aux esclaves. En 1802, les Haïtiens ont détruit le corps expéditionnaire surarmé envoyé par Napoléon Bonaparte dans le but de rétablir l'esclavage. En 1814, ils ont décapité le négociateur Franco de Medina, envoyé par le roi Louis XVIII à Haïti pour faire reconnaître son autorité. La France a alors changé de stratégie. Elle a décrété contre Haïti un embargo financier, économique, diplomatique et surtout naval, blocus auquel l'Angleterre et d'autres puissances européennes se sont jointes. Afin d'échapper à la ruine totale de son pays, le président haïtien Jean-Pierre Boyer a accepté de signer un accord avec la France qui exigeait qu'Haïti rembourse les anciens propriétaires d'esclaves. Boyer a dû accepter de payer à Paris 150 millions de francs or. Cette somme astronomique a été versée intégralement par tranche annuelle jusqu'en 1883. Mais pendant tout ce temps, les Haïtiens n'ont pas protesté. Zora, laisse-moi terminer mon récit. Le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a convoqué du 28 août au 2 septembre 2001, dans le port sud-africain du Durban, la première conférence mondiale contre le racisme. La délégation haïtienne était conduite par le président en exercice Jean-Bertrand Aristide, un ancien prêtre salésien, un petit homme frêle à la peau brune. À Durban, Aristide a fait un discours virulent, accueilli par l'ovation des délégués latino-américains, asiatiques et africains. Il a réclamé à la France le remboursement de 150 millions de francs or et en plus le versement des intérêts cumulés de cette somme depuis 1814. La délégation française a évidemment refusé. En 2004, Jean-Bertrand Aristide a été renversé par un coup d'État. Beaucoup de Haïtiens sont persuadés que ce coup a été organisé par les services secrets français. Avec son chantage au blocus naval, le roi Louis XVIII a donc commis une bien mauvaise action. Hélas, le cynisme des cosmocrates n'a pas beaucoup changé depuis lors. Pas d'un poil. L'arrogance des capitalistes contemporains vaut bien celle de financiers parisiens d'il y a 200 ans. Les agissements des fonds vautours le démontrent. Qu'est-ce que c'est exactement les fonds vautours? Je sais, je devrais le savoir. Tu nous en parlais pendant des semaines l'année passée chaque fois qu'on se voyait. Je t'ai dit, Zora, que la plupart des pays du Sud sont écrasés par leurs dettes extérieures. Périodiquement, certains d'entre eux deviennent insolvables. Ils ne sont plus capables de verser aux grandes banques créancières les intérêts et les tranches d'amortissement de leurs dettes. Le pays en faillite dit alors « Je ne peux plus payer, acceptez de discuter avec moi de la réduction de ma dette. » Il arrive que les banquiers acceptent. Leur raisonnement est qu'il vaut mieux pour eux recevoir 30 ou 40% des sommes dues plutôt que de ne rien recevoir du tout. Le pays débiteur émet donc de nouveaux papiers valeurs appelés obligations pour une somme de due de 70 ou 60% inférieure par rapport à la somme initiale. Mais les anciens titres de créance continuent de circuler. Des fonds d'investissement domiciliés aux Bahamas, à Curaçao, à Jersey ou dans d'autres paradis fiscaux qu'on a pris d'habitude d'appeler les fonds vautours, car les vautours se nourrissent d'animaux morts ou moribonds, les achètent à des prix fortement réduits, puis s'en vont devant les tribunaux de New York, de Londres ou d'ailleurs et demandent le remboursement à 100% de la créance originelle. Et très généralement, les vautours gagnent. Oh là là, Jean, comme c'est compliqué. Je te donne des exemples. En 1979, la Zambie a importé de Roumanie pour 30 millions de dollars d'équipements agricoles. Mais en 1984, le pays s'est retrouvé en cessation de paiement. Eh bien, une certaine société domiciliée aux îles Vierges a acheté pour 3 millions de dollars la créance roumaine. Elle a porté plainte devant la justice de Londres pour obtenir le paiement des 30 millions.
Elle a eu gain de cause, puis a fait saisir à travers le monde les exportations de cuivre zambien, certains immeubles londoniens, appartements au gouvernement zambien, des camions zambiens entrant en Afrique du Sud, etc. Finalement, le gouvernement de Lukasa a cédé. Il s'est engagé à travers 15,5 millions de dollars à ce fonds vautour. En 2017, 227 procédures menées par 26 fonds vautours étaient en cours devant 48 juridictions différentes contre 32 pays débiteurs. La proportion du succès remporté par les prédateurs de 2005 à 2015 s'élève à la hauteur de 77%. Les profits qu'ils en ont tirés pendant cette période varient entre 33 et 1600%. 33 et 1600%. C'est totalement cynique. Les peuples pauvres sont donc sans défense contre ces fonds vautours. On ne pourrait pas changer les lois, interdire ces pratiques ignobles, décider d'imposer une nouvelle norme juridique. Les peuples pauvres sont effectivement sans défense. Dans certains cas, les fonds vautours tuent. Prends l'exemple du Malawi, petit pays agricole du sud-est de l'Afrique. La nourriture de base de ses habitants est le maïs. Les famines y sont récurrentes. Comme d'autres gouvernements dans la même situation, celui du Malawi a constitué des réserves de maïs. Ces dépôts sont administrés par la National Food Reserve Agency. En 2000, elle devait en stocker 40 000 tonnes de maïs. En 2002, une sécheresse effroyable a détruit la majeure partie des récoltes. Sur les 11 millions d'habitants, 7 ont été frappés par la famine. Et le gouvernement ne disposait plus de réserves pour leur venir en aide. Les dépôts étaient vides. Quelques mois auparavant, un tribunal anglais avait condamné la National Food Reserve Agency à vendre sur le marché mondial ces 40 000 tonnes de maïs afin de pouvoir payer en devises la somme due à un fonds vautour. Au Malawi, des dizaines de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes sont ainsi morts de faim. Putain, qu'est-ce que c'est beau l'amour sur Terre. Mais Jean, les banquiers qui ont accepté de négocier la réduction de leurs créances ne protestent-ils pas contre les fonds vautours? Pire, non seulement ils se taisent, mais beaucoup d'entre eux jouent un double jeu. Les marges réalisées par les fonds vautours étant tout à fait exceptionnelles, beaucoup de grandes banques sont actionnaires de ces fonds. Mais comment c'est possible? Très simplement, lors des premières négociations pour la réduction de la dette, les directrices et directeurs de grandes banques créancières sont assis face au ministre à la grande table des négociations au ministère des Finances du pays étranglé. Puis ils rentrent chez eux dans leurs bureaux climatisés à New York, Paris, Londres, Francfort ou Zurich et accordent des crédits bancaires indécents aux fonds vautours. Et personne ne dénonce ce double jeu. Au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, tu parles des droits de l'homme, l'an passé, le groupe des États latino-américains, soutenu par les États africains, a proposé une nouvelle norme de droit international visant à interdire les fonds vautours. Sous l'influence manifeste de ces vautours, la plupart des gouvernements occidentaux, français, allemands, américains, etc., ont saboté la proposition. Sabotage. Les vautours continuent de sévir impunément. 8, page 89. Pourquoi personne ne proteste vraiment contre les crimes commis par les capitalistes? Il y a pourtant beaucoup de gens bien ici et là. Pourquoi ils ne font rien contre les injustices? Les raisons sont nombreuses et complexes. D'ailleurs, je crois qu'en Occident, personne n'ose vraiment penser le monde tel qu'il est. T'as un cerveau, utilise-le, merde. Voici ce qu'écrivait Edmond Kaiser, mon ami décédé, fondateur de Terre des Hommes, à propos des enfants martyrs du tiers-monde auxquels il avait consacré sa vie. Si on ouvrait la marmite du monde, sa clameur ferait reculer le ciel et la terre. Car ni la terre, ni le ciel, ni aucun d'entre nous n'a vraiment mesuré l'envergure terrifiante du malheur des enfants, ni le poids des pouvoirs qui les broient. Au début de mon mandat de rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, j'ai placé en annexe de mes rapports des photos d'enfants victimes des maladies de la sous-alimentation, notamment les visages défigurés des enfants victimes du Noma. Oui, je m'en souviens. Tu m'en as montré. Le Noma dévore les visages des enfants, c'est horrible. D'abord, l'infection attaque, par exemple, les gencives de l'enfant, puis la nécrose détruit graduellement tous les tissus mous. Les lèvres, les joues disparaissent, des trous béants se creusent.
Les yeux tombent puisque l'os orbital est anéanti. La mâchoire est scellée, empêchant l'enfant d'ouvrir la bouche. Dès le début de mon mandat, Éric Tistounet, secrétaire général du Conseil des droits de l'homme, a témoigné à mon égard d'une discrète et vigilante amitié. Un soir, après une séance particulièrement décevante où chacune de mes recommandations avait été rejetée, Éric m'a dit « Vous ne devriez plus annexer à vos rapports ces photos choquantes. Elles provoquent le rejet chez les ambassadeurs, ne supportant pas le spectacle de ces visages d'enfants mutilés, et mettent le rapport de côté sans le lire. Depuis ce soir-là, je n'ai plus jamais annexé de photos. J'ai aussi renoncé à décrire avec trop de détails les ravages et les souffrances provoquées par la sous-alimentation permanente. Mais il y a bien les journaux et la télévision. L'autocensure intentionnelle ou subconsciente existe chez presque tous les journalistes. Il s'y ajoute le fait que dans les pays occidentaux démocratiques vivant en principe sous l'empire de la liberté de la presse, une poignée de milliardaires contrôle aujourd'hui l'essentiel des médias. En France, 5 milliardaires possèdent plus de 80% des hebdomadaires, mensuels et journaux. Et de fait, aucune information trop choquante sur les victimes de l'ordre cannibale du monde n'atteint la conscience collective. Ah bon, tu es sûr de ça? Tu as des exemples? Ils sont innombrables. Regarde ce qui s'est passé le jour du 11 septembre 2001. Des terroristes islamistes des fous ont jeté deux avions remplis de passagers sur deux gratte-ciel à New York, un troisième sur le Pentagone à Washington, quand un quatrième s'est abîmé en Pennsylvanie. Dans les avions et les bâtiments détruits, 2973 hommes, femmes et enfants appartenant à 67 nationalités différentes ont été brûlés, tués par ces criminels. Cette tragédie a bouleversé le monde. 16 ans plus tard, ce crime monstrueux habite encore la conscience collective. Mais ce même 11 septembre 2001, comme chaque jour, plus de 35 000 enfants âgés de moins de 10 ans sont morts de faim ou des suites immédiates dans l'hémisphère sud. Pratiquement personne n'en a parlé. Les capitalistes n'ont donc pas mauvaise conscience. Ils ne se sentent pas responsables. Ils ont coutume de dire que c'est la main invisible du marché qui gouverne le monde et qu'elle agit selon les lois naturelles immuables comme la gravitation ou la marche des planètes. Ils avancent une justification, une théorie de légitimation de leur agissement qui est cohérente, agressive, complexe et formidablement efficace. On appelle le néolibéralisme. Qu'est-ce que c'est exactement? Parmi les grands banquiers que j'ai croisés au cours de mon mandat de rapporteur spécial de l'ONU, l'un des plus brillants, des plus cultivés était certainement James Wolfensohn, un milliardaire australien devenu président de la Banque mondiale. Il était chaleureux et d'un abord agréable. Wolfensohn avait comme horizon ultime de l'histoire humaine une conviction qu'il proclamait à chacun des séminaires de la Banque mondiale auxquels j'ai assisté, Stateless Global Governance, un gouvernement mondial sans État. Cela voulait dire en clair, faisons confiance à l'autorégulation du marché mondial libéré de toute entrave, ou encore liquidons toute instance de contrôle public dans le domaine économique. Pour Wolfensohn et les capitalistes, voici l'évidence première. Si le capital est totalement libre de ses mouvements, donc qu'aucun État ne lui impose un quelconque contrôle normatif ou ne limite sa circulation territoriale, il migre à chaque instant là où il réalise le profit maximum. C'est ainsi que la liberté d'action du capital privé et l'accroissement capital de la productivité sont intimement liés. Mon ami, hélas, beaucoup trop tôt disparu, Pierre Bourdieu, commentait ainsi ce qu'il regardait comme un véritable délire. L'obscurantisme est revenu, mais cette fois nous avons affaire à des gens qui se réclament de la raison et qui n'hésitent pas à diffuser les plus pieux mensonges. Tu m'expliques ce que ce sont ces mensonges? Depuis l'implosion de l'Union soviétique en août 1991, le capitalisme financier a conquis la planète comme un feu de brousse. Il a imposé le néolibéralisme comme idéologie dominante. L'écrivain Guy Debord caractérise avec justesse ce moment.
Pour la première fois, les capitalistes, ont été les maîtres de tout ce que l'on fait et de tout ce que l'on en dit. Depuis 1991, la libération a fait des progrès foudroyants. En à peine 10 ans, je te l'ai dit, entre 1992 et 2002, le produit mondial brut a doublé, le volume du commerce mondial triplé. Et en même temps, la misère dans nombre de pays du Sud a formidablement augmenté. La libération rapide du marché mondial n'a donc pas éliminé la misère. Elle s'est réalisée au profit presque exclusif des oligarchies capitalistes régnantes. L'hypocrisie produite par ce nouvel obscurantisme est abyssale. Tu me suis? Oui, je sais. Parlons un peu de la totale liberté de commerce exigée par l'idéologie néolibérale. Dans les faits, cette totale liberté de commerce ressemble à un match de boxe qui opposerait Mike Tyson, champion du monde des poids lourds, et un jeune chômeur bangladais, sous-alimenté, malade et au corps chétif. Le capitaliste affirme: le match obéit aux exigences de l'équité. Les conditions sont les mêmes pour les deux boxeurs, que le meilleur gagne. En apparence, les cosmocrates disent vrai. Les conditions du combat entre Tyson et le Bangladais sont les mêmes. Même ring, même temps de combat, même camp de boxe, même règles, un arbitre pour les faire respecter. Mais le résultat prévisible est néanmoins le massacre du Bangladesh. Prends par exemple le principe de l'égal traitement des investisseurs étrangers et nationaux imposé par le néolibéralisme. La Côte d'Ivoire, tu le sais, est le premier producteur du cacao au monde. Mais si Nestlé ou un autre trust ouvre une usine de traitement de la fève à côté d'un industriel autochtone, il est évident que Nestlé ou sa consoeur acculeront en peu de temps l'entreprise ivoirienne à la faillite. Comment ça? Premier trust agroalimentaire et 27e entreprise la plus puissante du monde, Nestlé a des moyens pécuniaires presque illimités. Il peut, s'il le décide, ruiner l'entreprise ivoirienne en payant aux planteurs africains des fèves de cacao à un prix d'achat nettement supérieur à celui que pourra lui payer l'investisseur autochtone. Jusqu'au jour où l'Ivoirien sera forcé de mettre la clé sous la porte. Désormais en position de monopole, le trust victorieux imposera une baisse massive de son prix d'achat. C'est ainsi que le sacro-saint principe néolibéral du traitement égal des investisseurs imposé partout par les cosmocrates fait obstacle à l'industrialisation et donc à la sortie de la misère des pays les plus pauvres. Ce qui induit en erreur, je pense, c'est qu'on fait croire que le libéralisme, cela signifie plus de liberté. Et tout le monde aime la liberté. Oui, Zora. Et c'est une autre illusion couramment véhiculée par les tenants du capitalisme. Le libre commerce et la libre politique seraient des synonymes. Ancien commissaire au commerce extérieur de l'Union européenne, puis directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy a la conviction néolibérale chevillée au corps. C'est certainement l'un des plus intellectuels, les plus doués, les plus influents de la droite libérale aujourd'hui, bien qu'il soit bizarrement assez proche de certains milieux politiques de gauche. Voici ce qu'il dit. Ma conviction est qu'un pays commercialement plus ouvert devient nécessairement moins répressif. Xi Jinping, actuellement président de la République populaire de Chine, est un partisan fervent de la totale liberté du commerce. Or, son pays compte parmi les plus répressifs du monde. La Chine détient même le record mondial des exécutions capitales. Elle est gouvernée par un parti unique, sa police secrète est toute puissante. De par la loi, la grève est assimilée à un crime. La grève est un crime. Je pense quand même que tous les capitalistes ne sont pas des monstres et que certains parmi ceux qui réussissent, qui fournissent du travail à leurs ouvriers, qui produisent des choses utiles, pensent vers le bien de tous. C'est juste, Zora, pour calmer leurs scrupules. Ils ont d'ailleurs une arme secrète qu'ils appellent trickle-down effect, effet de ruissellement. C'est quoi de la mythologie Zeus qui féconde la terre? Ce n'est pas un gag. Le mot a été inventé au XVIIIe siècle par deux personnages étonnants, David Ricardo et Adam Smith, tous les deux fraîchement enrichis, le premier comme courtier en bourse à Londres, le second comme receveur général des douanes pour l'Écosse.
Leur théorème est le suivant. Lorsque la multiplication des pains atteint un certain niveau, la distribution aux pauvres se fait presque automatiquement. Les riches ne pouvant jouir concrètement d'une richesse dépassant par trop la satisfaction de leurs besoins, si coûteux extravagants soient-ils, ils procèdent alors eux-mêmes à une redistribution. Ainsi, à partir d'un certain niveau de richesse, les capitalistes n'accumulent plus et distribuent. Un milliardaire augmente le salaire de son chauffeur parce qu'il ne sait plus, au sens précis du terme, quoi faire de son argent. Et c'est vrai quoi. Un riche ne peut pas rouler dans 3 Rolls-Royce à la fois, dormir en même temps dans 5 villas luxueuses, manger en un seul repas 5 kilos de caviar. C'est effectivement ce que pensaient Ricardo et Smith, et c'est ce qu'ils ont écrit. Selon eux, il existe une limite objective à l'accumulation. Si le riche ne peut plus jouir de toutes ses richesses, il est conduit à distribuer l'excédent non utilisable aux gens autour de lui jusqu'aux plus pauvres. Si les miséreux, les humiliés, les affamés devaient ainsi nécessairement tomber un jour des richesses. L'erreur commise par Ricardo et Smith est flagrante. Leur théorie est fondée sur la valeur d'usage des biens. Or, l'accumulation des richesses par les cosmocrates n'a qu'un seul moteur, l'avidité, la volonté de domination, le désir d'accumuler toujours plus de richesses, plus de capitaux que son voisin et concurrent. Dans cette folie du profit illimité, la valeur d'usage des biens ne tient aucun rôle. Ricardo et Smith se sont donc trompés. Oui, et gravement. Avec toutes ces erreurs, qui peut encore croire à cette théorie néolibérale? Beaucoup de monde, hélas. Le plus grand triomphe des capitalistes est de nous faire croire que l'économie n'obéit désormais plus à la volonté des hommes, mais à cette fameuse loi de la nature. Les forces du marché seraient parfaitement autonomes, incontrôlables. Il ne resterait plus aux hommes qu'à obéir. Je me souviens d'un jour à Berlin en 2000, lorsque j'étais à l'époque membre du conseil exécutif de l'Internationale socialiste. Nous siégeons dans une des salles monumentales de Reichstag, l'ancien siège du Parlement du Reich allemand, rescapé d'un célèbre incendie en 1933 sous Hitler et des bombardements de la ville durant les dernières années de la guerre. À Düsseldorf, Bochum, Dortmund, Essen, dans toute la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne, des foules immenses, des centaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières, d'employés, d'ingénieurs, de cadres manifestaient dans la rue contre la délocalisation de leurs usines. Pourquoi cette délocalisation? Nombre de capitalistes rénants étaient alors mécontents de leur marge bénéficiaire trop réduite à leur goût. Ils avaient décidé d'expatrier leurs entreprises, pourtant parfaitement rentables, dans des pays comme la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie, pour certains jusqu'à Taïwan, et dans les zones spéciales de production de chimie. Dans toutes ces contrées, les salaires étant beaucoup plus bas qu'en Allemagne, les capitalistes étaient certains de doubler, voire de tripler leurs profits. Le puissant syndicat d'IG Metall, le plus grand syndicat d'Europe, a mobilisé ses troupes pendant des mois, exigeant une intervention du gouvernement et de l'interdiction des délocalisations d'entreprises rentables. La stratégie des capitalistes allemands était en effet synonyme d'augmentation massive du chômage dans l'industrie lourde, de l'acier, des machines, etc. Le chancelier d'Allemagne, Gerhard Schröder, présidait la séance de l'Internationale socialiste. C'est un homme énergique, joyeux, au franc-parler, le contraire d'un bureaucrate sinistre. Il nous a expliqué qu'il comprenait parfaitement la colère et l'inquiétude des manifestants, mais qu'il n'y avait rien à faire. Pourtant, la coalition, en vertu de laquelle il gouvernait, conduite par les sociaux-démocrates, jouissait d'une majorité confortable au Parlement et aurait sans problème pu voter les lois interdisant le démantèlement de l'industrie lourde de la Ruhr. Elle aurait ainsi pu mettre en échec la stratégie capitaliste de maximisation du profit et préserver du chômage des centaines de milliers de personnes. Le problème, à l'évidence, n'était pas le rapport de force entre le gouvernement et les capitalistes, mais bien l'adhésion, la soumission volontaire de Schröder à l'obscurantisme néolibéral. Il nous a dit textuellement « Personne ne peut rien contre les forces du marché. Les industriels de la Ruhr obéissent aux lois du marché mondial. »
Je regrette personnellement leur décision. Mais ce serait une folie dangereuse que de s'opposer au marché. Folie dangereuse. Est-ce que le sympathique Schröder tenait un double langage? Est-ce qu'il était, comme le pensaient alors ses critiques du camp socialiste, de mèche avec les oligarques allemands et russes? Je ne le pense pas. En l'écoutant justifier son inaction sous les lambris dorés du salon du Reichstag, j'étais convaincu de sa sincérité. Je me suis alors souvenu de l'expression de Père Bourdieu. Le néolibéralisme est une arme de conquête. Il annonce un fatalisme économique contre lequel toute résistance paraît vaine. Le néolibéralisme est comparable au sida. Il détruit le système immunitaire de ses victimes, c'est-à-dire qu'il paralyse sa victime après l'avoir convaincue de sa propre impuissance. Les plus grandes entreprises solarières, souvent aussi les plus prospères, ont pu géolocaliser leur installation à l'étranger. Gerhard Schröder a été chassé de la chancellerie en 2004. Mais il est nul ce Schröder? Pas du tout. Par son attitude à Berlin, il a réaffirmé la normalité de la conduite des gouvernements européens des droites comme de gauche. Sa conscience était tout simplement aliénée. Ça veut dire quoi aliéné? Est-ce que c'est une excuse pour rester les bras droits, les bras croisés? L'aliénation est un processus très mystérieux. Il a pour résultat que les femmes et les hommes pensent, agissent librement contre leurs propres intérêts. Contre leurs propres intérêts. Il me paraît très important que tu comprennes comment fonctionne l'aliénation, car elle est l'arme principale du capitalisme pour dominer les esprits. Elle menace chacun de nous, toi y compris. Les cosmocrates parviennent à faire croire à ceux qu'ils dominent qu'ils défendent l'intérêt commun, l'intérêt de tous les membres de la société. La fonction de l'aliénation est de détruire l'identité singulière de l'individu, de le priver de son libre arbitre, de sa capacité à penser librement et à résister. Il s'agit de le réduire à sa fonction marchande. J'ai beaucoup réfléchi à ce processus énigmatique. L'écrivain turc Nazım Hikmet écrit « Ils ont mis des chaînes à la racine de notre tête. L'aliénation, c'est la soumission volontaire à la loi du capital. Quand elle parvient à ses fins, elle témoigne d'une victoire formidable de cosmocrates sur l'intelligence critique des dominés. » L'intelligence, ouais. On serait tous aliénés, papa, maman, toi, moi. Non, pas tous. Une partie des gens, je ne sais pas exactement dans quelle proportion, résiste à l'obscurantisme néolibéral. Et je pense que dans notre famille, nous sommes plutôt des résistants. Mais chez beaucoup de personnes, hélas, l'aliénation fait des ravages. Comment? Prends l'exemple de ton propre pays. La Suisse est dotée d'un régime politique dit de démocratie directe. 100 000 citoyennes et citoyens réunis peuvent exiger qu'un scrutin populaire soit organisé pour modifier ou abolir n'importe quel article de la Constitution. Ah oui, les dimanches de votation. À Genève, on vote sans arrêt, tous les 2 ou 3 mois sur les sujets les plus divers. Eh bien, Sora, ces dimanches produisent la plupart du temps des résultats désastreux. La Suisse est dominée par une des oligarchies capitalistes les plus féroces, les plus habiles du monde. 2% de la population possède 96% des valeurs patrimoniales. Avant chaque votation populaire, les oligarques mobilisent des dizaines de millions de francs suisses pour inciter le peuple à voter dans le sens qu'ils souhaitent. Et ils parviennent la plupart du temps à leur fin. Prends le cas des scrutins fédéraux des 2 dernières années. Les Suisses ont voté librement, dans le secret des urnes, contre l'instauration d'un salaire minimum, contre la limitation des salaires les plus élevés, contre la création d'une caisse publique d'assurance maladie, contre une semaine supplémentaire de vacances pour tous, contre l'augmentation de la rente versée aux retraités. Je t'ennuie avec mes exemples? Non. Comme des moutons bêlants, les citoyens et les citoyennes, sauf que les moutons ils s'emmerdent pas avec des bouts de papier, Comme des moutons bêlants, les citoyennes et citoyens suisses obéissent au diktat de leurs oligarques. La fière confédération helvétique fournit désormais l'exemple presque parfait d'une démocratie simulative. Cette situation t'énerve? Zora, j'enrage contre la passivité du peuple, contre sa volontaire soumission aux mensonges de la classe capitaliste. Cette passivité n'est d'ailleurs nullement propre à la Suisse, et surtout elle vient de loin.
Ce consentement tacite aux agissements des prédateurs se manifeste dès le début de la Révolution française et de la prise du pouvoir d'État par la bourgeoisie. Sais-tu ce que sont les cahiers de doléances? Ah, cahiers de doléances. Non, explique-moi. Devant la crise économique incontrôlable de la fin des années 1780, le roi Louis XVI a été contraint de convoquer à Paris les États généraux, une assemblée générale des représentants des trois ordres de la société d'alors, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Nombre de cahiers de doléances ont été rédigés en 1789 par les miséreux et plaignants de tous les coins du royaume. En lisant certaines de ces pétitions rééditées par les Archives nationales, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais au lieu de lutter eux-mêmes pour la reconnaissance de leurs droits, les pauvres et mendiants de France, comme ils le désignaient parfois eux-mêmes, s'en sont remis pour la défense de leurs intérêts à leurs futurs prédateurs, les bourgeois capitalistes, sans le savoir. Écoute une de ces doléances datée du 4 octobre 1789. Nos seigneurs, crochet 3 petits points, les pauvres et les mendiants du royaume de France, entièrement séparés de vos seigneuries, auraient le droit de prétendre former une quatrième ordre dans l'État. Nul autre n'aurait comme lui autant de sujets de se plaindre et des redressements, du grief aussi nombreux à demander. Tous les droits qu'ils tiennent de la Providence suprême ont été violés. Mais l'admission de notre ordre aux États généraux, tous équitables qu'elle serait, ne ferait qu'embarrasser la marche de ces délibérations. Crochet 3 petits points. Vos seigneurs auraient, choqués de voir réunis ensemble les deux extrêmes et les intermédiaires de la société, trouveraient notre nudité révoltante, nos haillons ignobles et dégoûtantes, et craigneraient la contagion de la vermine qui nous couvre. Nous n'aspirons donc pas à introduire parmi vos seigneuries nos représentants, quoique vos frères, égaux à vous dans l'ordre de la nature et de la grâce. Le tableau vivant et infligeant pour l'humanité qu'elle offrirait de nos misères et de notre nudité, de nos besoins et souvent même de notre désespoir, contrarierait et ternirait l'éclat de vos opulences. Mais lorsque nous renonçons en votre faveur au droit le plus naturel et le plus légitime, daignez au moins vous charger de la défense de nos droits. Ces cahiers de doléances ont servi à quelque chose? Non. La bourgeoisie capitaliste a trompé de manière éhontée le peuple. La souffrance des gueux s'est encore aggravée après la chute de la Bastille. Écoute ce formidable discours de Jacques Roux. Il répond à ta question. Jacques Roux était un prêtre défroqué, intelligent, courageux, qui forçait l'admiration de tous, même de ses ennemis. Il s'est fait l'avocat des gueux en vain. L'aristocratie marchande, plus terrible que l'aristocratie nobiliaire et sacerdotale, s'est fait un jeu cruel d'envahir les fortunes individuelles et les trésors de la République. Encore ignorons-nous quel sera le terme de leurs exactions, car le prix des marchandises augmente d'une manière effrayante, du matin au soir. Citoyens représentants, il est temps que le combat à mort que l'égoïsme livre à la classe la plus laborieuse de la société finisse. Ô rage, ô honte! Qui pourra croire que les représentants du peuple français, qui ont déclaré la guerre aux tyrans du dehors, ont été assez lâches pour ne pas écraser ceux du dedans? Qu'est devenu Jacques Roux? Condamné à mort par le comité de salut public, il s'est suicidé la veille de son exécution. Personne ne l'a donc écouté. C'est comme d'hab, hein. Pire que cela, durant les générations suivantes, l'intériorisation des valeurs bourgeoises, la soumission volontaire aux bourgeois capitalistes se sont encore renforcées. Plus de 100 ans plus tard, se promenant dans le Paris nocturne, le grand Jean Jaurès, fondateur du Parti socialiste français, sur lequel ton père a écrit une très belle pièce de théâtre, a fait cette découverte. Je fus saisi un soir d'hiver dans la ville immense, une sorte d'épouvante sociale. Il me semblait que les milliers et les milliers d'hommes qui passaient sans se connaître, foule innombrable de fantômes solitaires, étaient déliés de tout lien. Et je me demandais avec une sorte de terreur impersonnelle comment tous ces êtres acceptaient l'inégale répartition des biens et des maux. Crochet 3 petits points. Je ne leur voyais pas de chaînes aux mains et aux pieds, et je me disais, par quel prodige ces milliers d'individus souffrants et dépouillés subissent-ils tout ce qui est, crochet 3 petits points, la chaîne était
au cœur, crochet 3 petits coins, la pensée était liée, crochet 3 petits coins. Le système social avait façonné ces hommes, il était en eux, il était en quelque façon devenu leur substance même, et ils ne se révoltaient pas contre la réalité parce qu'ils se confondaient avec elle. Un de mes livres, l'un de ceux auxquels je tiens le plus, s'intitule Destruction massive, géopolitique de la faim. Il rend compte de mon travail durant 8 ans comme rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Il a été traduit en plusieurs langues. J'ai fait un grand nombre de conférences à Rome, Milan, Madrid, Berlin, Oslo, New York. J'y ai parlé des enfants squelettiques aux membres tremblants, au regard hagard, victimes de manque de calories, pendant des contrées toujours plus étendues de la planète. À chaque fois, je m'efforçais de montrer que le massacre quotidien de milliers d'enfants et d'adultes par la faim est fait de main d'hommes. Et que ce massacre pourrait être arrêté demain par les hommes. Je parlais des 10 sociétés transcontinentales privées qui ensemble contrôlent 85% de la production, du stockage, du transport, de la distribution des aliments. J'évoquais la spéculation boursière sur le riz, le blé, le maïs, par les grandes banques qui font monter les prix du marché mondial de ces aliments de base. Je soulignais l'accaparement des terres arables en Afrique, en Amérique latine, en Asie par les fonds d'investissement. À la fin de presque chacune de mes conférences, une personne dans le fond de la salle levait la main pour m'interpeller. Ce que vous dites est certainement juste. Je suis comme vous scandalisée par ce meurtre de tant d'êtres humains, par la sous-alimentation et la malnutrition. Mais moi, que puis-je faire, simple citoyen, contre ces sociétés immensément riches et toutes puissantes, rien. Face à ceux qu'au fond je regardais comme des déserteurs, ma réponse, marquée par un énervement croissant, était toujours la même. On n'est jamais impuissant en démocratie. Vous pouvez agir pour abattre cet ordre cannibale. Comment donc? Patience, Aura, j'y viens. 9, page 106. Jean, abattre le capitalisme, ce n'est pas une utopie. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt l'améliorer, le corriger? Putain, mais... Non, Zora, le capitalisme ne peut pas être réformé, il faut le détruire. Totalement, radicalement, pour que puisse s'inventer une organisation sociale économique du monde nouvel. T'imagines-tu qu'il aurait été possible aux révolutionnaires français de 1789 d'apporter des réformes aux privilèges sociaux hérités par la noblesse du système féodal? Penses-tu que le colonialisme, le système esclavagiste aurait pu être amélioré, rendu conforme aux exigences de la morale la plus élémentaire par quelques touches correctrices non Zora? Ce qui nous est demandé à ta génération, c'est la destruction du capitalisme sur le dépassement. Pour qu'un monde nouveau plus humain puisse naître, il faut que les privilèges et la toute-puissance des capitalistes disparaissent dans les poubelles de l'histoire comme autrefois les privilèges et la toute-puissance des marquis. Le désir du tout autre, l'utopie nous habite. Notre utopie, c'est l'horizon des valeurs sur lesquelles nous devons régler notre conduite. Très belle phrase. Mais Jean, l'utopie, ce n'est pas quelque chose qui n'arrive jamais, un truc de rêve. Non, l'utopie est une force historique formidable. Elle désigne bien un rêve, le rêve éveillé qui vit en nous, la justice exigible qui habite notre conscience, le nouveau monde, le monde nouveau, heureux et plus juste que nous revendiquons. Regarde l'histoire. L'humanisation progressive de l'homme est une évidence. L'abolition de l'esclavage a été pendant des siècles une pure utopie, raillée par les esclavagistes, les maîtres de la traite et les banquiers qui les finançaient. Elle est pourtant devenue réalité, bien sûr, après de longs combats, même si, comme nous l'avons vu, il existe encore des esclaves ici et là dans le monde, car leurs maîtres ont perdu leur toute-puissance et sont aujourd'hui tenus tous simplement pour des criminels. Et l'émancipation des femmes en Occident, une utopie pendant des siècles. Au XIXe siècle, il se trouvait des scientifiques pour expliquer que les femmes n'avaient pas d'âme. Ah ouais, c'est ça, ouais. Quand elles avaient 20 ans, tes grands-mères n'avaient pas le droit de vote.
Les combats des suffragettes, comme on les appelait ironiquement, étaient encore il y a à peine 3 générations la risée des hommes au pouvoir. Pourtant aujourd'hui, la plus grande puissance économique d'Europe, l'Allemagne, est gouvernée par une femme régulièrement réélue. La souveraineté et l'indépendance pour tous les peuples étaient aussi regardées comme une totale utopie. Or, vers le milieu du XXe siècle, de nombreux peuples se sont levés et ont brisé le joug colonial. Aujourd'hui, 193 États, pour la majorité d'anciennes colonies, font partie des Nations Unies comme États souverains. Tu dis donc qu'on peut réaliser les utopies. L'utopie se concrétise à petits pas. Che Guevara a écrit « Même les murs les plus puissants s'effondrent par leurs fissures ». L'utopie est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Nations unies de 1948 et dans les 2 déclarations qui l'ont précédée, celle des révolutionnaires américains du 4 juillet 1776 et cette autre, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen des révolutionnaires français de 1789. L'article 1er de la Déclaration de l'ONU proclame « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » Ouais, je remarquais. Ils ont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et l'article 3 stipule « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. » Les révolutionnaires américains étaient plus pressés et encore plus conséquents que les Français, car ils ont ajouté à leur catalogue de droits humains un droit tout à fait spécifique, le droit à l'insurrection. Écoute les auras. Nous tenons les vérités suivantes pour évidentes par elles-mêmes. Tous les hommes ont été créés égaux. Le Créateur leur a conféré des droits inaliénables, dont les premiers sont le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit au bonheur, crochet 3 petits points. Lorsqu'un gouvernement, quelle que soit sa forme, s'éloigne de ses buts, le peuple a le droit de le changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement en le fondant sur ses principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtra la plus propre à lui donner sécurité et bonheur. J'espère que tu auras retenu de toutes nos discussions que le pouvoir exercé par les oligarques du capital financier mondialisé est aujourd'hui le véritable gouvernement du monde et qu'il fait obstacle au bonheur de la multitude. Tout être humain est donc investi à son égard du devoir d'insurrection. Quand viendra cette insurrection, personne ne le sait, mais elle viendra. Elle est proche. La foule des martyrs habite la mémoire des genres. Au sud et au nord, cette mémoire est révolutionnaire. Dans un ouvrage collectif, le livre noir du capitalisme, mon ami Gilles Perrault l'explique magnifiquement. La foule innombrable de ceux qui furent déportés d'Afrique aux Amériques, acheminés dans les tranchées d'une guerre imbécile, grillés vifs par le napalm, torturés à mort dans les geôles, des chiens de garde du capitalisme, fusillés au mur des fédérés, fusillés à Fourmé, fusillés à Sétif, massacrés par centaines de mille en Indonésie, quasiment éradiqués tels les Indiens d'Amérique, massivement assassinés en Chine pour assurer la libre circulation de l'opium. De tout cela, les mains des vivants ont reçu le flambeau de la révolte de l'homme, lié dans sa dignité. Mains bientôt inertes de ces enfants du tiers-monde que la malnutrition chaque jour tue par dizaines de milliers, mains décharnées des peuples condamnés à rembourser les intérêts d'une dette dont leurs dirigeants marionnettes ont volé le capital, mais mains tremblantes des exclus toujours plus nombreux à camper aux marges de l'opulence. Crochet 3 petits points. Mains d'une tragique faiblesse et pour l'instant désunies. Mais elles ne peuvent pas ne pas se rejoindre un jour. Et ce jour-là, le flambeau qu'elles portent embrassera le monde. D'après tout ce que tu m'as dit et tout ce que j'ai compris, les capitalistes ne veulent ni l'égalité entre tous les êtres humains, ni la sécurité pour chacun. Ni l'amour non plus. Ce n'est en effet pas leur problème. La justice sociale, la fraternité, la complémentarité entre les êtres, la liberté, le lien universel entre les peuples, l'intérêt général, le bien public, l'ordre librement accepté, la loi qui libère les volontés disparates transfigurées par la règle commune, de vieilles lunes, des rêveries archaïques qui font ricaner les jeunes et efficaces managers des sociétés transcontinentales privées. Ceux-ci ont une autre mission. Le principe fondateur du système capitaliste, c'est le profit.
C'est la concurrence impitoyable entre tous les individus et tous les peuples. La logique du capital est fondée sur l'affrontement, sur l'écrasement du faible, sur la guerre. Et il faut ajouter que le capitalisme tire de la guerre un épuisable profit par la destruction, la reconstruction, le commerce des armes. Sora, je te le répète, on ne peut pas réformer graduellement et pacifiquement le système capitaliste. Il faut briser les bras des oligarques. Mais Jean, durant toute notre conversation, tu m'as parlé de la toute-puissance des maîtres du système capitaliste. Comment les plus faibles pourraient-ils parvenir à briser les bras des plus forts? En quoi ils sont faibles, en fait? Nous avons beaucoup parlé, toi et moi, de Karl Marx. Dans une lettre à son ami Joseph Wendemeyer, il écrit « Le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'herbe. Je te le garantis, actuellement l'herbe pousse. Tu me sembles bien optimiste. Et tu me réponds pas pour autant à ma question. Écoute Zora, une force immense sommeille en nous, et je vais répondre à ta question qui est la plus difficile. La force du soulèvement réside dans le refus raisonné de chacun de nous d'accepter durablement un monde où le désespoir, la faim, la misère, les souffrances, l'exploitation d'une multitude nourrissent le relatif bien-être d'une minorité généralement blanche et vivant dans l'inconscience de ses privilèges. L'humanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi, a écrit le philosophe allemand Emmanuel Kant. L'impératif moral est en chacun de nous. Il s'agit de le réveiller, de mobiliser la résistance, d'organiser le combat. L'insurrection des consciences se manifeste partout. On assiste actuellement à la multiplication des fronts de résistance dans tous les secteurs de la vie. Sera un sujet historique de nouveau est en train de naître. La société civile planétaire. Elle réunit des millions de femmes et d'hommes appartenant au peuple, aux cultures, aux classes sociales, aux classes d'âge les plus différents. Une seule motivation l'anime, je suis l'autre et l'autre est moi. Pas plus de comité central que de lignes de parti. Elle est composée d'une myriade de fronts de résistance à l'œuvre aujourd'hui, sur les 5 continents, aux endroits les plus inattendus, contre l'ordre cannibale du monde. Des mouvements sociaux les plus divers la représentent. Via Campesina, une organisation de plus de 120 millions de métayers, des petits paysans et des journaliers agricoles, les mouvements féministes en lutte contre les discriminations et les violences, Greenpeace qui se bat contre les menaces qui pèsent sur la nature et la biodiversité, le mouvement Attaque qui tente de limiter les ravages du capital spéculatif, Amnesty International qui lutte pour le respect minimal partout dans le monde des droits de l'homme et des dizaines de milliers d'autres mouvements sociaux anticapitalistes, grands et petits, locaux ou internationaux. Ensemble, ils forment une mystérieuse fraternité plus puissante chaque jour, luttant en parallèle contre la barbarie capitaliste. Des centaines de millions d'êtres humains sont à présent réveillés. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le temps, c'est de la vie humaine. On ne peut pas laisser attendre les pauvres, d'où la radicalité des revendications de ces mouvements. Or, la bataille qui est loin d'être gagnée aujourd'hui risque d'être perdue pour longtemps si l'on n'agit pas. Jean, tu ne réponds pas à ma question. Qu'est-ce qui va se passer? Sora, nous ne savons pas comment ça va se passer. Regarde ce qui est en train d'avenir de la lutte des femmes contre les outrages faits à leur sexe. Il suffit de la dénonciation d'un puissant prédateur sexuel issu des milieux du cinéma hollywoodien pour que s'allume la révolte de toutes les femmes qui ont, un jour ou l'autre, été victimes d'un tel comportement. La fissure tout à coup est béante et le mur tombe. L'être humain sait avec certitude ce qu'il ne veut pas. Moi, je ne veux pas vivre sur une planète où toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim ou d'une maladie liée à la faim, alors que la Terre pourrait nourrir sans problème le double de l'humanité actuelle si seulement la distribution des aliments était équitable. L'inégalité meurtrière des fortunes, la guerre permanente des riches contre les pauvres me révulse. Moi aussi. Je ressens comme une insulte à la raison l'obscurantisme, la bêtise de l'idéologie néolibérale, la naturalisation des forces du marché, la manipulation des consommateurs, la destruction de l'environnement, la surexploitation de nos ressources naturelles, la mort lente de la planète sont des monstruosités. Rappelle-toi les paroles de cet étonnant pape François. Avec l'exclusion
l'exclusion est touchée, dans sa racine même, l'appartenance à la société dans laquelle on vit. L'exclu ne se situe plus dans les bas-fonds, dans la périphérie, il est en dehors. Les exclus ne sont pas des exploités, mais des déchets. Dans notre humanité actuelle, il existe plus d'1 milliard d'êtres humains qui sont des déchets. De cette société, je ne veux pas, je le sais avec clarté. D'accord, Jean, on sait ce que l'on ne veut pas, mais si on se bat, on doit aussi savoir par quoi on veut remplacer le capitalisme et comment on va s'y prendre. Il n'y a pas de programme, seulement une lente germination sur les différents fonds mobilisés. Il y a aussi les leçons du passé. Le dépassement du capitalisme par le communisme au XXe siècle n'a pas abouti. Il a porté des fruits, favorisé l'émancipation de l'humanité, mais il a été trahi et violemment combattu. Le capitalisme a gagné, comme aujourd'hui en Chine, où un régime prétendument communiste fonde son économie sur le marché capitaliste. Il y a enfin, pour organiser l'avenir, les convictions que chacun des combattants porte en lui et ses valeurs. Regarde ce qui s'est passé le 14 juillet 1789 à Paris. Dans les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Martin, les ouvriers, les artisans étaient révoltés par la misère. Les cités des Lumières avaient germé tout au long du XVIIIe siècle, elles avaient partout circulé. Contre le pouvoir absolu des rois, contre l'obscurantisme religieux, pour le développement du savoir et des sciences, pour la raison, pour la liberté, pour l'égalité entre les hommes. Ce jour-là, le 14 juillet, ces ouvriers et artisans parisiens ont décidé de prendre d'assaut l'immense forteresse de Paris, toute proche, symbole détesté du pouvoir arbitraire. Ils ont marché sur la Bastille. Pauvrement armés de piques, de pistolets, de poignards, la Bastille, des fossés d'eau profonde, larges de 10 mètres, des murs réputés imprenables. Les voyant arriver, le gouverneur de Launay a fait lever le pont-levis, tomber la herse, verrouiller la porte. Plus tard dans la journée, 2 bataillons de la garde bourgeoise avec 8 canons sont arrivés au secours des assaillants. Delaunay a tenté de négocier, a fait baisser le pont-levis. Les insurgés sont entrés dans la forteresse, ont massacré le gouverneur et libéré les prisonniers. Si au soir de ce 14 juillet, un journaliste aujourd'hui avait pris à part l'un des insurgés pour lui demander « Citoyen, vous venez de prendre la Bastille. Expliquez-moi maintenant comment vous allez continuer, comment vous allez-vous y prendre pour abattre la monarchie et la féodalité ?» Eh bien, certains que la question n'aurait pas eu de réponse claire et nette. Impossible pour cet insurgé d'anticiper le texte de la Constitution de la Première République qui sera proclamée 4 ans plus tard. La Révolution française a bouleversé l'histoire du monde. Elle a abattu l'ordre féodal, libéré des centaines de millions d'êtres humains à travers la planète. Son programme, ses institutions, ses stratégies, ils sont nés de la liberté libérée dans l'homme d'une façon totalement imprévisible. Tu ne sais donc rien du système social et économique qui doit remplacer le capitalisme. Rien du tout, du moins rien de précis. Mais cela ne m'empêche pas d'espérer que ce sera ta génération qui abattra le capitalisme. Et dans cette perspective, une évidence m'habite. L'action de chacun compte. Mon espérance se nourrit de la conviction du poète Pablo Neruda. Podrán cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Ce qui signifie « Ils pourront couper toutes les fleurs, mais jamais ils ne sauront les maîtres du printemps. » Remerciements. Des parents des jeunes enfants m'ont soufflé l'idée de ce livre. Ouvrier Bétourné, président des éditions Seuil, l'a immédiatement pris en charge, a accompagné son élaboration de son amitié et sa formidable érudition, et l'a relu avec toute son acuité critique. Erika Debert-Ziegler a été ma précieuse collaboratrice, apportant au livre son regard d'historienne et son impitoyable sens critique. Dominique Ziegler a relu le manuscrit et a débusqué quelques insuffisances. Ses commentaires ont été essentiels. Le manuscrit a été saisi et mis au propre avec diligence et précision par Sophie Salin. Cécile Videcoq a assuré avec une extrême compétence le travail éditorial, me faisant bénéficier à chaque étape de ses conseils amicaux. Caroline Kutman, Catherine Camelot et Sébastien Richer m'ont accordé leur soutien et leur amitié fidèle.
Marie-Pierre le faucheur Prudhon a relu la copie avec une grande compétence et François-Xavier Delarue a mis en page la couverture avec talon. Enfin, Olivier Balèze, graphiste exceptionnel, a trouvé pour la couverture du livre la symbolique capable d'amplifier mon propos. À toutes et à tous, je dis ma profonde gratitude. Du même auteur. La contre-révolution en Afrique, Payot, 1963. Sociologie de la Nouvelle-Afrique, Gallimard, idée, 1964. Sociologie et contestation, essai sur la société mythique, Gallimard, idée, 1969. Le pouvoir africain, Seuil, Esprit, 1971. Et réédition, point essai numéro 780-2016. Les vivants et la mort, essai de sociologie, Seuil, Esprit, 1975. Et point essai numéro 90, 1978. Une Suisse au-dessus de tout soupçon, en collab avec Delia Castelnuovo, Frickesi, Heinz Hollenstein et Rudolf H. Strahm, Seuil combat 1976. Et réédition point essai numéro 782, 2016. Main basse sur l'Afrique, Seuil combat 1978 et réédition point essai numéro 779 2016. Retourner les fusils, manuel de sociologie d'opposition, Seuil l'histoire immédiate 1980, point politique numéro 110 1981 et nouvelle édition mise à jour sous le titre Retourner les fusils, choisir son camp, Seuil 2014 et point essai numéro 833 2017. Les rebelles contre l'ordre du monde, mouvement armé et libération nationale du tiers-monde, Seule histoire immédiate 1983 et réédition point essai numéro 778 2016. Vive le pouvoir ou les délices de la raison d'État, Seuil 1985. La victoire des vaincus, oppression et résistance culturelle, Seuil l'histoire immédiate 1988 et réédition point essai numéro 779 2016. La Suisse lave plus blanc, Seuil 1990, À demain Karl avec Uriel d'Acosta, édition Origine des Forges 1991, Le bonheur d'être suisse, Seuil Fayard 1993, point actuel numéro 152 1994 et point essai numéro 808 2016. Il s'agit de ne pas se rendre. Dialogue sur France Culture avec Régis Debray, Arléa 1994. L'heure du maniement, roman, Seuil 1996 et nouvelle édition, point numéro P2704 2011. La Suisse, l'or et les morts, Seuil 1997 et point histoire numéro 405 2008. Les seigneurs du crime, les nouvelles mafias contre la démocratie, en collab avec Uwe Mulhoff, Seuil histoire immédiate 1998. Point numéro P631 1999 et point essai numéro 559 2017. La fin dans le monde expliquée à mon fils Seul 1999 2011 2015. Ça j'aimerais bien avoir. Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. Fayard 2002. Seuil point numéro P1133 2003 et point essai numéro 560 2013 que je suis censée avoir. Le droit à l'alimentation précédé de le droit du faible contre la raison du fort, en collab avec Sally Ann Way et Christophe Golaï, 1001 nuits 2003. L'Empire de la honte, Fayard 2005 et Livre de poche 2007. Empire de la honte aussi, je crois que c'est bien. La haine de l'Occident, Albin Michel 2008 et le Livre de poche 2011. Ça doit être intéressant aussi ça. Destruction massive géopolitique de la faim, Seuil 2011 et point numéro P2879 2012. Discours sur la dette avec Thomas Sankara et Létis, quoi de neuf 2014. Chemin d'espérance, combat gagné, parfois perdu, mais que nous remporterons ensemble, Seuil 2016. Les murs les plus puissants tombent par leurs fissures, dialogue avec Denis Lafeuille, édition de l'Aube 2018. Dans la même série, Tahar Ben Jelloun, le racisme expliqué à ma fille, Régis Debray, la République expliquée à ma fille, Max Gallo, l'amour de la France expliqué à mon fils,
Sami Nahir, l'immigration expliquée à ma fille. Jacques Duquesne, Dieu expliqué à mes petits-enfants. Lucie Aubrac, la résistance expliquée à mes petits-enfants. Jean Ziegler, la fin du monde expliquée à mon fils. Annette Viviorca, Auschwitz expliqué à ma fille. Nicole Bacharal et Dominique Simonet, l'amour expliqué à nos enfants. Jacques Sémélin, la non-violence expliquée à mes filles. Jérôme Clément, la culture expliquée à ma fille. Roger Paul Droit, les religions expliquées à ma fille. Henri Weber, la gauche expliquée à mes filles. Jackie Mamou, l'humanitaire expliqué à mes enfants. Jean-Claude, la préhistoire expliquée à mes petits-enfants. Tahar Bencheloun, l'islam expliqué aux enfants et à leurs parents. Emmanuel Usman Perrin, la mort expliquée à ma fille. Patricia Lecasse et Stéphane Leroy, le divorce expliqué à nos enfants. Roger Paul Droit, la philosophie expliquée à ma fille. Antoine Prost, la Grande Guerre expliquée à mon petit-fils. Michel Fauvel, la Révolution française expliquée à ma petite-fille. Bernard Sesboué, le Da Vinci Code expliqué à ses lecteurs. Jacques Le Goff et Jean-Louis Schlegel, le Moyen-Âge expliqué aux enfants. Jean-Christian Petit-Fils, Louis XIV expliqué aux enfants. Marc Ferraud, le XXe siècle expliqué à mon petit-fils. Jacques Le Goff, l'Europe expliquée aux jeunes. Denis Gage, les mathématiques expliquées à mes filles. Pauline Schmidt-Pantel, Dieu et déesse de la Grèce expliquée aux enfants. Rochelle Paul Droit, l'Occident expliqué à tout le monde. Clémentine Autain, les maths expliqués à mon frère. Ramayade, les droits de l'homme expliqués aux enfants de 7 à 77 ans. Pascal Vernu, les tués égyptiens expliqués à mon fils. Alain Desmurger, chevalier et chevalerie expliqués à mon petit-fils. Pascal Pic, Darwin et l'évolution expliquée à nos petits-enfants. Jean-Marie Yankovici, le changement climatique expliqué à ma fille. Roger Paul Droit, l'éthique expliquée à tout le monde. Marc Ferraud, le mur de Berlin et la chute du communisme expliqué à ma petite-fille. Marc-Alain Waknin, la Torah expliquée aux enfants. Jacques-Olivier Boudon, Napoléon expliqué à mes enfants. Jean-Louis Bruno, les Gaulois expliqués à ma fille. Bruno Dumézil, les barbares expliqués à mon fils. Pascal Pic, les origines de l'homme expliquées à nos petits-enfants. Jean-Didier Vincent, le sexe expliqué à ma fille. Marc Ferraud de Gaulle expliqué aujourd'hui. Hubert Reeves, l'univers expliqué à mes petits-enfants. Marc-Alain Wagner, l'alphabet expliqué aux enfants. Roland Lehoucq, les extraterrestres expliqués à mes enfants. Jean-Pierre Azéma, l'occupation expliquée à mon petit-fils. Benjamin Stora, la guerre d'Algérie expliquée à tous. Rachid Benzine, le Coran expliqué aux jeunes. Henri Rousseau, la Seconde Guerre mondiale expliquée à ma fille. Elias Sambar, la Palestine expliquée à tout le monde. Michel Viorca, l'antisémitisme expliqué aux jeunes. Jean-Marc Lévy-Leblond, la science expliquée à mes petits-enfants. Hubert Reeves et Yves Lancelot, la mer expliquée à nos petits-enfants. Joseph Doré, Jésus expliqué à tous. Elisabeth Routinesco, l'inconscient expliqué à mon petit-fils. Jean-Didier Vincent, le cerveau expliqué à mon petit-fils. Marc Ferraud, la colonisation expliquée à tous. Tahar Benjeloun, le terrorisme expliqué à nos enfants. Roger Paul Droit, la tolérance expliquée à tous. Jean-Marc Lévy Lebon, l'atome expliqué à mes petits-enfants. Geneviève Delézy de Barceval, la famille expliquée à mes petits-enfants. Jean-Louis Schleger, la Bible expliquée aux jeunes. J. Perrault, la justice expliquée à ma petite-fille. Myriam Revaux d'Allonne, la politique expliquée à nos enfants. Pauline Schmidt-Pantel, Dieu et déesse de la Grèce expliquée aux enfants. Fin de la lecture.